Un matin qui pesait déjà lourd de chaleur, un garçon de 7 ans fit irruption dans le petit commissariat du quartier en hurlant, comme si ses poumons portaient tout le poids d'une urgence qu'il ne savait comment nommer. « S'il vous plaît, arrêtez mon père !» Le cri se planta net dans l'air tiède, creusa un silence humide, et tout autour, le café tressaillit dans les gobelets, les regards se figèrent, les stylos cessèrent d'écrire. Les néons renvoyaient l'image d'un enfant minuscule, des larmes mêlées à la poussière sur ses joues, la bouche encore bleue du froid de l'extérieur, ou de son effroi. Enrique tenait par la manche un sac en toile trop grand pour lui, et ses cheveux, emmêlés comme s'il avait traversé une bataille avec sa propre peur, collaient à son front mouillé. Ses chaussures, trop grandes aussi, claquaient contre le carrelage. Il avançait comme on jette une pierre dans une eau calme. Il rompit des habitudes, bouscula la tranquillité métallique du lieu. Les agents s'échangèrent un coup d'œil, automatique et professionnel d'abord, puis un flottement humain s'installa. Le chef de permanence, Paulo, posa la tasse et s'approcha en mesurant la scène. À côté, Marcia, qui connaissait les voix étouffées de l'enfance, s'abaissa sans brusquerie, offrant ses yeux comme des repères. « Calme-toi, petit, dit-elle, mais sa voix était plus douce pour ne pas effrayer le cri. Le garçon la regarda, il avait l'air d'être arrivé d'un autre monde, d'une maison qu'on ne peut décrire en un mot, d'un temps où la faim se prenait pour une réalité immuable. Il haletait, il répétait la même phrase comme une prière désordonnée. « Arrêtez mon père, je vous en prie, arrêtez mon père !» La question plana dans la salle comme un relent de pluie. Pourquoi demander à la police d'emprisonner son propre père? Pourquoi préférer les barreaux à l'ombre d'un toit brisé? Personne ne savait encore que derrière l'idée folle, le garçon croyait tenir la solution la plus simple au monde. Enfermer son père, c'était garantir un repas régulier, pensait-il, parce que la télévision, seule confidente parfois, lui avait montré des hommes qui mangeaient au même endroit à heure fixe. Mais tout cela resta pour l'instant un secret fragile niché dans sa poitrine. Après quelques instants, des secondes qui brûlaient, Paulo posa une main sur l'épaule de Enrique, non pas pour le retenir, mais pour l'ancrer. « Raconte-moi doucement ce qui s'est passé, » dit-il. Les mots de l'enfant vinrent en rafale. « Il est nerveux, il frappe le frigo, il crie. Maman a dit qu'il faut de l'argent, on n'a presque plus rien. Il a signé des papiers, quelqu'un a pris l'argent. » Les fragments se succédaient, désordonnés comme un puzzle qu'il venait de perdre. Marcia prit son carnet, nota quelques éléments, mais elle parlait surtout avec ses yeux, invitant le garçon à continuer sans juger. Elle sentait sous l'urgence une couche plus profonde, la terre humide d'un foyer qui a trop de dettes pour respirer normalement. Paulo donna des ordres brefs, la voix professionnelle qui retombe en cascade quand la compassion demande une procédure. Ils allaient vérifier l'identité du père, se rendre à l'adresse, protéger l'enfant. Mais avant toute décision, il y avait la vérité à saisir dans les phrases bancales d'Enrique. Si cette histoire vous surprend, laissez un mot dans les commentaires. Les téléphones sonnèrent, le cliquetis des claviers reprit. Les agents consultèrent un fichier cherchant le nom de Rogerio. Peu de temps après, les coordonnées furent confirmées. Une petite maison, rue pavée non loin d'une ancienne usine, numéro qui penchait dans l'ombre d'une façade fatiguée. L'adresse était celle d'un homme connu pour travailler autrefois sur des chantiers, pour avoir des mains larges et des silences profonds. Mais la vie avait une façon de réduire les silences en cris. Un 4-à-4 fut préparé. Paulo choisit une équipe courte, trop visible, une escouade nombreuse aurait fait paniquer un enfant, et imposa que Marcia accompagne l'enfant s'il le souhaitait. Enrique, malgré sa bravoure, secoua la tête. Il s'agrippait à une idée. Il rapprochait du commissariat le monde qu'il voulait voir transformé. « Viens, dit Paulo à voix basse, tu restes ici avec nous. On va ramener ton père, d'accord ?» La route jusqu'à la petite maison fut brève, mais suffisante pour que l'équipe se dresse dans un mélange de professionnalisme et d'interrogations muettes. Le quartier respirait la fin d'une nuit mal finie. Volets tirés, quelques enseignes encore clignotantes, une odeur de friture non loin, des chats qui se faufilent. La maison de Rogerio n'avait pas l'air d'un repère d'agresseurs. Les volets étaient mal peints, la porte montrait des traces d'usure. Mais la façade, même fissurée, gardait une humanité ordinaire.
On pouvait presque voir sur la petite table du vestibule une coupe sale, des morceaux de journal, une boîte aux lettres où nulle lettre ne semblait prometteuse. On frappa, personne. On frappa encore, pas de réponse. Puis un bruit faible, comme un tissu froissé, un pas hésitant. La porte s'ouvrit lentement et on trouva Rogerio. Il paraissait plus vieux que ses années, ses épaules étaient voûtées, son visage creusé par des nuits trop longues et des soucis constants. Il tenait quelque chose dans la main, un paquet de papier plié, les coins écornés, comme s'ils avaient été consultés et recachetés de nervosité. Ses yeux, quand ils croisèrent ceux de l'officier, n'avaient ni menace ni défi. Ils avaient la stupeur d'un homme surpris dans son impuissance. « Bonjour », dit Polo d'un ton contrôlé. « Nous avons reçu une plainte. Un enfant est venu au commissariat. » Rogerio sembla tenter de comprendre, comme si une autre narration lui était racontée que sa propre vie. Il bafouilla quelques mots, puis s'effondra sur une chaise, la main sur la tête. « Je ne sais pas, je ne... » Sa voix était un fil coupé. Il y avait dans sa posture tout le poids d'un homme qui a essayé d'empêcher l'effondrement d'un monde et n'aura réussi qu'à s'écorcher les doigts. Dans la cuisine, le spectacle parlait plus que les mots. Une petite casserole trempait, des taches d'huile sur le plan de travail, une boîte de conserve entamée sur l'étagère, une facture posée à côté du téléphone portable sans crédit. Le frigo, vieux complice d'absence, contenait peu, un pot de confiture, un reste d'un repas qui n'avait pas trouvé d'amateur. Aucun signe visible de lutte, pas de porte cassée, pas de meubles renversés. Les volets laissaient passer une lumière mordante de midi, révélant la poussière en suspension, des empreintes de pas d'enfant sur le sol. Mais ce n'était pas le chaos d'une maison brisée par la violence, c'était la désolation d'un lieu usé par le manque, par une série de choix imposés, par des offres qui avaient plus d'ombre que de salut. Sur la table, les papiers que tenait Rogerio se découvrirent être des feuilles où l'on voyait des signatures, des mentions en petits caractères, des promesses d'argent qui ne furent jamais versées. Il y avait le nom d'Alvaro, un chef d'entreprise du coin dont la réputation s'étalait dans le bouche à oreille, homme pressant, charmeur devant les caméras, menaçant dans les coulisses. Ces documents expliquaient en partie le visage creusé de Rogerio. Il avait signé pour ce qu'on lui avait proposé comme une bouée, sans en comprendre les mailles. Un voisin fit son apparition, attiré par le va-et-vient des uniformes. Il connaissait Rogerio depuis des années et répéta ce que tout le monde savait, en chuchotant. « Il travaillait, puis il a eu des jours sans, puis il a eu des problèmes. Sa femme était malade, vous savez, elle est morte l'hiver dernier. » Le mot « morte » glissa entre eux, lourd comme une pierre. Aucun des agents ne présuma de culpabilité. La police ne juge pas sur chaque chuchotement, mais chaque chuchotement est une piste, et chaque piste doit être suivie. À mesure qu'il questionnait, une image se forma, plus nuancée que la rage initiale d'un enfant. Rogerio ne ressemblait pas au bourreau qu'on aurait pu imaginer dans un scénario plus simple. Il avait des mains qui tremblaient parfois, une absence de colère, mais une fatigue qui rongeait. Il parlait peu, mais lorsqu'il le faisait, ses mots venaient comme des fragments de confession. « J'ai essayé, j'ai tout fait pour que Lara, pour que les factures... On m'a proposé de signer parce qu'on m'a juré. J'ai signé parce que je n'avais plus de choix. » Il claqua la langue, non pour cacher un mensonge, mais pour tenter d'avaler la honte. Les souvenirs remontèrent, pris dans la respiration courte du présent. La caméra du passé s'attarda sur Lara. Son rire timide, sa façon de serrer la main de Rogerio lorsqu'elle voulait cacher la douleur, l'odeur douce et grasse d'une sauce au poulet qu'elle préparait quand l'argent le permettait. Dans la mémoire de Rogerio, il y avait des images qui remontaient toujours à la même saison. Un hiver d'hôpital, les couloirs blanchis, les infirmières qui disent des mots qu'on ne comprend qu'après. Ce sont ces nuits-là qui avaient érodé leur sécurité. Les économies s'étaient transformées en ordonnances, les plans en compromis, et la dignité tenace s'était étiolée sous la pression de pièces sans relief. On apprit qu'Alvaro avait approché Rogerio comme on propose un pont à un homme au bord de l'eau. « Tu seras le nom pour des transactions. On te paiera peu, mais régulièrement, c'est sûr, avait-il dit. Et lorsque quelqu'un parle de régulier à un père épuisé,
le mot sonne comme un instrument de salut. Rogerio avait signé des contrats qu'il n'avait pas lus avec la promesse d'or qui n'avait jamais été versée. On lui avait demandé de prêter son nom, de faire office de laranja, un écran, une façade, et il avait accepté, à la fois pour l'argent et pour la dignité de dire qu'il offrait quelque chose. À la suite de la signature, le silence s'était fait. Puis les factures étaient venues, l'entreprise avait fermé la porte sur ses promesses et la maladie de Lara avait accéléré son pas vers l'abîme. Enrico, lui, avait été le témoin attentif de cette chute. Il avait vu sa mère devenir pâle comme un drap, il avait vu les médicaments s'empiler, les visites s'éteindre comme des lampes mal remplacées. Le petit garçon ne comprenait pas l'économie des adultes, il comprenait la faim, la fatigue, l'odeur métallique des inquiétudes. Un soir, en regardant la télévision, il était tombé sur un reportage sur la prison, des repas servis à heure fixe, des dortoirs, des règles simples. Dans son esprit, la logique enfantine faisait un pont entre deux réalités. Si papa était en prison, au moins il mangerait. Si papa mangeait, maman ne mourrait peut-être pas. Ou si elle était déjà partie, au moins Enrico ne rendrait pas la faim responsable de son propre cœur. La naïveté de l'idée était pure comme une pierre polie. Elle n'admettait pas la complexité d'un tribunal, la douleur d'une séparation forcée, la stigmatisation d'un homme derrière des barreaux. Mais elle avait cette brutalité simple des solutions d'enfance. Tout peut être changé si on change une chose. Alors, Enrico avait pris sa décision. Il avait pris son sac, avait mis un petit paquet de biscuits, des économies trouvées dans des coins de vieux pantalons, et s'était rendu au commissariat. De retour au présent, la scène de la maison se jouait sous des lumières où la compassion et la suspicion se mêlaient. Les agents vérifièrent les papiers, contactèrent le registre, notèrent le nom d'Alvaro dans un carnet. Polo, au milieu de cette humanité d'un jour, posa une question médicale qu'on pose toujours dans ces moments-là. Y a-t-il eu des violences? Est-ce que quelqu'un est en danger? Les réponses furent des demi-mots. Le voisin parlait de disputes, comme on parle de coups de vent, d'autres rapportèrent des silences pesants, d'autres encore des gestes d'affection maladroits. Aucun signal ostensiblement violent ne fut relevé. Ce que l'on voyait, c'était la courbe d'un homme qui avait courbé l'échine devant l'angoisse. Dans le bureau du commissariat, Rogerio fut prié de venir pour un échange plus formel. Il s'assit, les mains croisées comme pour retenir le flux des choses. Enrique, qui avait été conduit en salle d'attente, observait tout avec une intensité presque sacrée. L'enfant ne laissait rien échapper. Chaque mouvement de son père était une réponse, chaque silence une accusation. Rogerio regarda son fils et eut l'air de reconnaître que la vie avait placé sur les épaules de ce petit être une tâche qu'aucun enfant ne devrait porter. Il tenta de sourire, mais le sourire ressemblait à une phrase inachevée. « Pourquoi es-tu venu ici ?» demanda Marcia doucement au garçon. Les yeux d'Enrique clignèrent, et la vérité, aussi simple et terrible que l'eau qui se glisse sous une porte, se laissa entendre. Il avait voulu sauver la famille. Le dire était à la fois héroïque et tragique. Dans la salle silencieuse, les agents se regardèrent. L'enfant ne cherchait pas à dénoncer une méchanceté gratuite, il cherchait à offrir une solution, et sa solution, comme souvent chez les enfants, manquait cruellement de perspective. Rogerio, à son tour, commença à parler. Les mots venaient en petites bouffées. La proposition d'Alvaro, la peur de ne pas pouvoir payer, les journées sans travail, la honte d'avoir été trompé. Il parlait de Lara comme d'une lumière qui avait vacillé trop vite, de ses mains qui n'avaient plus la force de bricoler des promesses pour le lendemain. À intervalles réguliers, il répétait qu'il avait essayé, comme s'il espérait que l'épreuve puisse être mesurée contre un effort visible. Le commissariat, lieu de procédure et de décision, se transforma pour un instant en espace d'écoute. Polo notait, pas pour un procès, mais pour construire un récit qui tienne debout. Il fallait comprendre si la plainte de l'enfant relevait d'un danger immédiat ou d'une détresse sociale. Si la situation était moins criminelle que tragique, la réponse policière devait s'adapter. On ne peut confondre garde et soins, barreaux et filet de sécurité. C'était là que l'expérience de la permanence pesait, savoir distinguer la colère vraie de la détresse, le crime de la conséquence. Au fil des questions, la mémoire s'éclaira. Alors que la journée glissait vers l'après-midi, une nouvelle pièce fit son entrée dans la scène,
un nom qu'on prononça avec prudence et curiosité, Fernando. C'était un entrepreneur local, discret, qui avait la réputation de payer ses ouvriers et d'embaucher avec humanité. On évoqua l'idée qu'il pourrait offrir un emploi, ou au moins une alternative respectable à l'humiliation qu'avaient promise les contrats d'Alvaro. L'espoir dans ces quartiers arrive souvent par de petites portes. Fernando n'était pas une providence annoncée, mais il symbolisait une possibilité, celle d'un travail où un homme reprendrait sa place sans devoir cacher son nom derrière d'autres. Pendant que les policiers tramaient les prochaines étapes, Enrique resta silencieux. La terreur qui l'avait poussé jusqu'ici se changeait en une interrogation plus lourde. « Et si je me suis trompé ?» Sa main serra le sac en toile comme pour y chercher un autre plan. Il n'avait pas encore vu la dignité revenir, seulement la promesse d'une procédure, lente et parfois cruelle. Il avait pensé que tout pourrait s'arranger en un geste, mais il commençait à mesurer la complexité des adultes. Fort comme il était dans son amour, il était encore fragile face aux rouages du monde. La journée ne s'achevait pas. Les premières évidences étaient posées comme des pièces sur un plateau, des documents, des témoignages, un fils qui a voulu sauver sa famille à sa manière, et un père qui, loin d'être un monstre, était un homme brisé par la faute des autres et par ses propres choix. La route vers une réponse appropriée était longue, elle demanderait vérification, audience et peut-être la solidarité réelle du voisinage. Juste avant la tombée du nuit, alors que les lampadaires s'allumaient et que la ville émettait ce bourdonnement familier d'ordinaire, un nouvel élément surgit, posé comme une pierre sur la table. Un employé de l'hôpital où Lara avait été soignée se présenta au commissariat. Il tenait un carnet avec des notes. Il y avait des dates, des prescriptions, des signes d'appel manqués. Sa présence ouvrait une voie vers des preuves tangibles de la maladie qui avait creusé la vie de la famille. Il offrit des détails que personne encore n'avait reliés, rendez-vous manqués, diagnostic, attestation de dépenses. Ces papiers allaient peut-être expliquer non seulement le pourquoi des nuits blanches de Rogerio, mais aussi le geste d'un garçon prêt à offrir une solution radicale. On prépara alors un plan pour la soirée. Garder un œil sur Enrique, contacter des services sociaux, vérifier les comptes liés aux documents d'Alvaro et surtout tenter de proposer une alternative de secours pour la famille. La journée avait commencé par un cri et ne devait pas se terminer par une fermeture de porte. Mais toute décision était fragile, elle dépendait de petites preuves qui, mises bout à bout, pourraient dessiner un destin moins pénible que celui qu'on imaginait au lever. La dernière image de la journée fut celle d'une petite main qui serrait une photo, d'un homme qui regardait la rue comme si l'avenir pouvait s'y tenir, et d'agents qui, pour un instant, se trouvaient plus proches d'ouvriers sociaux que de juges. Le récit n'était pas terminé. Il allait se déployer en témoignages, en vérifications, en nuits d'insomnie. Et quelque part, dans la tension entre la loi et la compassion, se logeait la véritable question. Comment réparer ce qui s'est brisé sans briser davantage ceux qui ont déjà perdu tant? La nuit était tombée depuis un moment quand la permanence prit une tournure plus humaine que judiciaire. Une femme au visage fatigué mais ferme arriva au commissariat. Elle se présenta comme Anna, travailleuse sociale du secteur. Son sac contenait des couvertures, des formulaires et une douceur professionnelle qui savait où poser la parole. Elle s'agenouilla devant Enrique comme si elle retrouvait un petit frère, s'installa à sa hauteur et commença à parler d'une voix qui n'était pas celle d'un gendarme, mais d'une personne venue pour recoudre des choses déchirées. « Bonjour Enrique, je m'appelle Anna. Tu veux me raconter comment tu as eu l'idée de venir ici ?» demanda-t-elle. Le garçon, qui avait passé la journée entre la peur et la conviction, répondit en fragments. Il expliqua une nouvelle fois la logique simple qui l'avait poussé à courir, les repas fixes qu'il avait vus à la télé, l'idée que la prison organisait les journées, que si papa était à l'intérieur, il pourrait au moins compter sur la nourriture. Il raconta comment il avait ramassé des biscuits, comment il avait serré une photo pour se souvenir, comment la maison avait semblé s'effondrer à petit feu. Anna l'écouta sans étonnement, notant avec respect la naïveté qui n'était que l'amour à l'état brut. Elle proposa d'abord une chose concrète, un lit pour la nuit,
chez une voisine de confiance qui acceptait d'héberger temporairement le garçon pendant que la situation serait clarifiée. Pendant ce temps, au commissariat, la procédure suivait son cours. Un signalement formel écrit, la prise d'empreintes administratives habituelles pour compléter le dossier, un appel au parquet pour vérifier l'existence d'antécédents. Mais la nuance s'installa dans chaque geste. Les policiers savaient que la loi avait une face de fer et une autre face, moins codifiée, qui regardait la dignité humaine. Paolo relut lentement les notes prises dans l'après-midi. Les mots d'un enfant, les papiers d'un père, le nom d'Alvaro griffonné sur une feuille jaunie, tout cela formait une constellation d'indices plutôt qu'un verdict. On continua les vérifications, les relevés bancaires, les attestations de l'hôpital, les fiches d'emploi que Rogerio avait conservées comme les preuves d'une vie autrefois stable. L'employé de l'hôpital qui s'était déplacé en fin de journée donna une déposition plus précise. Il parla des soins, des dépenses engagées, des rendez-vous manqués. Une fois sa déposition écrite, il remit au commissariat un dossier médical qui corroborait la précarité de la famille. À la lumière de ces éléments, le bureau du procureur donna une consigne claire, ouvrir une investigation pour fraude et exploitation, mais décider d'une mesure protectrice pour le fils et d'une évaluation sociale avant toute poursuite pénale contre Rogerio. En termes simples, la priorité était de protéger l'enfant et de vérifier si le père était auteur d'un crime ou victime d'un système. Rogerio resta au commissariat, assis le dos courbé, une tasse de café tiède devant lui. Il n'avait plus la force de jouer de l'orgueil. L'attente lui donnait l'impression d'être un naufragé sur une barque de carton. Il se balançait entre la honte et la peur, craignant que le tribunal ne vienne séparer plus encore un foyer déjà fissuré. Dans le silence, il se permit des pensées qu'il avait repoussées depuis la mort de Lara. Des images de son rire, son odeur, la manière dont elle tenait la main de Rogerio pour lui apprendre à lasser ses chaussures. Ces souvenirs étaient autant de clous qui tenaient encore possible ce qui restait de leur famille. « Je n'ai jamais voulu les blesser », dit-il d'une voix qui se brisa comme du verre. « J'ai pris une décision stupide parce que je croyais que j'aidais. Je n'ai jamais pensé qu'on me laisserait avec rien. » Les agents, sans le juger, prirent acte. L'enquête prit un autre cap. Il ne s'agissait plus seulement de répondre à la demande d'un enfant, mais de traquer une chaîne de promesses non tenues. Le nom d'Alvaro, qui revenait comme un refrain inquiétant, fut soumis à des vérifications administratives. Les policiers contactèrent le registre du commerce, ils découvrirent des sociétés écrans, des adresses qui ne correspondaient parfois qu'à des boîtes postales. Des anciens employés, interrogés par téléphone, parlèrent de salaires coupés, de chèques jamais encaissés. Petit à petit se dessinait l'image d'un homme qui exploitait la bonne foi d'ouvriers fatigués. Dans le quartier, l'incident fit boule de neige, mais pas dans la logique du scandale, plutôt dans celle de la sollicitude. Les voisins s'organisèrent. Rosa, qui tenait une petite épicerie en face de la maison de Rogerio, proposa d'apporter des légumes et un morceau de poulet pour le dîner. Une femme, qui avait autrefois travaillé avec Lara, vint déposer une bouillie sucrée et des couvertures. Un père de famille du coin, un maçon de chantier repenti, proposa de passer le samedi prochain pour repeindre la porte et vérifier l'électricité. Ces gestes, modestes mais constants, firent comme un filet pour empêcher la chute. Une collecte spontanée fut organisée. Quelques personnes tinrent des petites urnes dans la supérette, d'autres apportèrent vêtements. Le bouche à oreille permit d'atteindre une petite somme. Pas assez pour effacer des dettes, mais suffisante pour acheter des denrées, des médicaments et surtout pour donner une marge de manœuvre immédiate. Ces gestes remuaient quelque chose de plus ancien que la charité. La reconnaissance que la dignité ne se rend pas par des jugements, mais par la présence. C'est dans ce décor de solidarité que Fernando s'installa comme un personnage providentiel, mais sans grandiloquence. Il n'arriva pas sous forme d'un héros claironné. Il passa d'abord par la porte au détour d'une conversation. Il connaissait la réputation d'ouvrier consciencieux, puis d'homme qui savait redonner une chance. Il proposa de rencontrer Rogerio pour parler travail. La rencontre eut lieu le lendemain, à l'aube, dans un coin de la mairie converti en salle de réunion pour la cause. Fernando ne fit pas de promesses en l'air. Il expliqua qu'il avait un chantier qui aurait besoin d'aide, qu'il pouvait offrir un contrat au mois, un salaire régulier et la sécurité sanitaire minimale. Mais il insista sur une condition, la transparence. Rogerio devrait expliquer son histoire, ses erreurs, les raisons du vide qui s'était installé dans leur foyer.
La sincérité de Rogerio toucha Fernando. L'homme n'était pas naïf, mais il croyait qu'un homme qui avouait ses fautes pouvait reconstruire. Il proposa un essai de 15 jours, rémunéré, le temps d'évaluer le niveau technique de Rogerio. Si le travail était fait avec honnêteté, il y aurait une prolongation. Cette offre n'effaçait rien du passé, mais elle mettait devant lui une route possible. Rogerio accepta, avant même d'entendre toutes les conditions. Accepter fut pour lui une manière de respirer. L'enquête prit un tour administratif plus serré. Les policiers, menés par Polo, se mirent en contact avec l'inspection du travail et le parquet. Il fallait rapprocher les documents, entendre des témoins, comprendre les flux financiers. Des courriels, des convocations, des dépôts de plaintes formelles transformèrent une histoire de cœur en dossier judiciaire. On leva rapidement un soupçon important. Les paiements promis par l'entreprise d'Alvaro n'avaient jamais été crédités. Certaines factures portaient des numéros falsifiés, d'autres semblaient avoir été signées sous pression. L'enquête préliminaire révéla aussi des mentions de menaces voilées, des pressions pour faire signer des contrats. Mais rien ne semblait indiquer que Rogerio lui-même avait commis une fraude volontaire. Il apparaissait avant tout comme un homme instrumentalisé. Lorsque la police tenta de joindre Alvaro, son téléphone sonna dans le vide. L'homme semblait s'être volatilisé du jour au lendemain, comme si la réputation qu'il avait soigneusement construite avait été une façade plus fragile que son arrogance. Les policiers envoyèrent des convocations officielles. Des huissiers se rendirent à des adresses. On finit par retrouver des traces. Un bureau exigu fermé, une secrétaire qui avait quitté le poste, des factures impayées. L'image de celui qui avait vendu des garanties pour finir par s'effacer de la responsabilité apparut progressivement plus nette. Pendant ce temps, la vie de la petite maison commença à recoudre des fils. Enrique revint une semaine plus tard, après quelques nuits chez la voisine, et retrouva son père avec une pudeur nouvelle. Ils réapprirent des gestes simples, préparer le café, balayer la cuisine, réparer une fenêtre qui grinçait. Ces rituels modestes devinrent des actes de réparation. Rogerio, au travail, apprit à écouter. À l'atelier de Fernando, il retrouva le rythme d'une dignité professionnelle. Au début, ses mains tremblaient à l'idée d'être jugé. Peu à peu, elles retrouvèrent la précision. Ses nuits devinrent plus longues, moins hantées par la crainte de manquer. Il y eut aussi des jours d'amertume. Le poids de la dette ne disparut pas d'un coup. Les appels des créanciers revenaient comme des rappels de la fragilité économique. Rogerio dut s'expliquer à ses anciens supérieurs qui le regardaient désormais avec méfiance. Certains jours, il rentrait la tête basse, convaincu que la perte de Lara avait été la conséquence d'une chaîne d'erreurs, la sienne y compris. Mais il trouva dans la constance du travail et la camaraderie des collègues un remède lent. La confiance rendue petit à petit. Fernando, qui ne s'exprimait guère sur son passé, devint peu à peu une figure d'autorité, qui savait comment transformer un contrat en véritable chance. La procédure judiciaire suivit son cours. L'inspection du travail recueillit des témoignages d'anciens ouvriers qui confirmèrent le modus operandi d'Alvaro. Des mails signés, des factures, des transferts bancaires disparates furent réunis. L'enquête permit de demander des mesures conservatoires. Gel des comptes liés à certaines sociétés écrans et audition d'Alvaro pour fraude et présentation de faux documents. Le fait de retrouver des traces de blanchiment et de détournement renforça la thèse qu'il s'agissait d'un réseau monté pour exploiter la fragilité des travailleurs. Cela n'effaça pas la douleur, mais permit d'écarter l'idée que Rogerio avait été le principal coupable. La décision du parquet fut somme toute prudente. Aucune inculpation immédiate contre Rogerio n'était retenue, en l'absence d'éléments prouvant une implication volontaire. Les autorités recommandèrent un suivi social, une médiation avec les créanciers si possible, et la recherche d'une réhabilitation du travail. Pour Rogerio, ce fut un immense soulagement et un rappel brutal de la fragilité d'une vie qui peut basculer à la suite d'une signature mal comprise. Les semaines qui suivirent furent faites d'instants minuscules qui, mis bout à bout, reconstruisirent un quotidien. Les voisins improvisèrent un dîner en commun pour célébrer les premiers salaires de Rogerio chez Fernando.
Un franc au rôti, du riz simple, des légumes partagés sur une grande table de bois. Pendant le repas, on parla de Lara d'une voix douce. Une voisine commença à raconter une anecdote, la façon dont elle faisait des petites surprises à Enrique, cachant une orange dans son sac à dos. Ces récits n'effaçaient pas la perte, mais ils l'intégraient à une mémoire collective. Rogerio eut la parole, les yeux rougis. Il dit des choses simples. « Merci, je vais essayer d'être à la hauteur. » Il s'excusa pour avoir mis son fils dans cette situation et expliqua, sans s'excuser, d'avoir aimé Lara. Enrique, pour sa part, trouva des espaces d'enfance retrouvés. Il recommença à jouer dans la rue, à courir après les autres enfants, mais avec une prudence nouvelle dans ses gestes. À l'école, il fut accueilli par des enseignantes qui eurent vent de son histoire. On lui offrit un soutien psychologique discret, un espace où il pouvait poser ses peurs. Parfois, il parlait encore de la solution de la prison et riait en la racontant, conscient que son raisonnement avait été enfantin. D'autres fois, il restait silencieux, cherchant le sens d'une histoire où il avait cru que sauver, c'était emprisonner. Les conversations avec son père, désormais plus fréquentes, enseignaient des choses simples: demander de l'aide, partager la honte, accepter l'imperfection. Dans la sphère judiciaire, les choses prirent un tour plus explicite. Un audit financier permit de mettre en lumière le rôle d'Alvaro dans une série de contrats frauduleux. L'absence de paiement s'expliquait par un circuit de sociétés fermées et d'organisation de papier. Une plainte fut déposée par le parquet pour fraude organisée. Les enquêteurs déterminés retrouvèrent des indices attestant d'un système d'exploitation, non pas uniquement un acte isolé. Cette découverte permit de changer la lecture de l'affaire. Rogerio était désormais considéré comme un des nombreux employés victimes d'un montage. Il eut aussi des moments d'irritation et de colère. Certaines personnes du voisinage, blessées par l'idée d'un homme qui aurait pris la place d'autres, eurent des réactions vives. Mais la majorité resta fidèle à la compassion. Les débats au Café du Coin prirent la forme d'une école d'empathie. On échangeait des idées, on essayait de comprendre comment empêcher d'autres familles de glisser. Ces conversations influencèrent les élus locaux, qui, alertés, travaillèrent à simplifier l'accès aux services sociaux et à renforcer les contrôles administratifs sur les sous-traitances douteuses. Rien de miraculeux, mais une bribe de justice structurée. Le temps, ce grand apaisant, continua son œuvre. Rogerio, désormais titularisé après une période probatoire chez Fernando, commença à recevoir un bulletin de salaire régulier. Il prit une petite habitude. Chaque fin de mois, il se rendait au cimetière avec une fleur pour Lara. Ces visites n'étaient pas des rituels de culpabilité, mais des promesses silencieuses. Il ferait mieux que survivre, il vivrait en respectant la mémoire de sa compagne. Il parla souvent avec Enrique lors de ses promenades. Il se rappelait de moments heureux, et parfois il se demandait ce que Lara aurait dit en les voyant. Ces dialogues, faits de tristesse et d'humour fragile, tisseraient un nouveau fil entre eux. Un autre élément vint consolider la reconstruction. Une médiation organisée entre les parties prenantes permit d'obtenir un étalement des dettes pour la famille. Une ONG locale spécialisée dans l'accompagnement des victimes de fraude accepta de suivre le dossier. Elle offrit des conseils budgétaires, des ateliers et une aide pour constituer un dossier de demande d'aide sociale. Cela ne réglait pas tout, mais ce maillage d'aide permit de cesser la spirale d'urgence permanente. La famille retrouva une respiration. Puis vint un jour important, l'audience préliminaire, où le procureur décida des suites à donner contre les sociétés impliquées. Rogerio se rendit à la salle d'audience accompagné d'Anna, de Fernando et de quelques voisins. Il était nerveux, mais il marchait droit. L'audience dura peu. On prit acte des éléments, les mesures conservatoires furent maintenues et une instruction plus large fut ouverte. Ce n'était ni un triomphe ni une défaite, c'était une étape procédurale qui confirmait que la loi pouvait suivre la piste d'une exploitation organisée. Pour Rogerio, ce fut une preuve que son nom n'était plus le seul à porter l'odeur de la faute. Il n'était plus seul dans l'histoire. La vie, avec sa lente vigueur, continua. Enrique grandit, avec l'insouciance qui revient par pans entiers. Il s'engagea dans des petites choses, aider à préparer la soupe, ranger les outils, coller des dessins sur le mur du salon pour la mémoire de sa mère.
Il savait qu'il avait eu tort, au sens où il avait imaginé une solution inadéquate, mais il comprit aussi qu'il avait agi par amour. Cette ambivalence le rendit paradoxalement plus humain. Des mois passèrent. Fernando proposa une amélioration du poste de Rogerio. Ce dernier en ressentit à la fois la fierté et la peur. Comment recevoir sans crainte d'être redevable? Il accepta le défi comme on accepte un pari sur la vie. Avec la régularité du salaire vinrent des petits plaisirs retrouvés. Acheter un manteau pour l'hiver, réparer une fenêtre qui laissait passer l'air, offrir une boîte de biscuits à Enrique sans devoir compter chaque centime. Il y eut aussi des instants de fête minuscules. L'anniversaire d'Enrique fut célébré autour d'une table avec des chansons mal chantées et des rires qui sonnaient comme une réparation. Le quartier, témoin de ce lent repli vers la normalité, continua d'être la toile sur laquelle ses vies se peignaient. Les voisins devinrent une présence discrète mais constante, des voisins qui rappelaient, qui apportaient, qui se taisaient quand il fallait. La communauté apprit, à travers cette histoire, que la précarité pouvait être combattue par des gestes répétés et non par des coups d'éclat. Il y eut un moment particulier qui marqua une forme de clôture. Un matin d'automne, Enrique et Rogerio décidèrent d'organiser quelque chose pour la mémoire de Lara. Pas un grand monument, mais une petite cérémonie au parc, là où elle aimait tant regarder les enfants courir. Ils invitèrent la voisine, Rosa, Anna, la travailleuse sociale, Fernando et quelques amis. Chacun apporta quelque chose, une photo, une fleur, un souvenir dit à voix haute. Les paroles furent simples, le ton à la fois grave et léger. On lut une lettre que Lara avait écrite une fois, une lettre retrouvée dans un tiroir, où elle parlait d'espoir et d'ordinaire. Personne ne parla d'héros. On parla d'amour, de lacunes et de ce que l'on pouvait faire pour mieux vivre. À la fin de la matinée, alors que le soleil chauffait la peau et que les rires reprenaient leur marche, Enrique prit la parole. Il parla de sa logique d'enfant, de sa certitude que la prison mangerait leur faim. Puis il rit, un petit rire qui rendait la douleur plus humaine. Rogerio, debout à côté de lui, serra la main de son fils. Il ne prononça pas de discours, mais regarda le garçon comme pour promettre une chose. Il ne demanderait plus jamais à son enfant de porter seul les poids d'un monde trop lourd. Le travail judiciaire suivit son cours. Des poursuites furent engagées contre plusieurs personnes impliquées dans l'organisation d'Alvaro. Les enquêtes révélèrent un réseau complexe d'entreprises bidons et de signatures extorquées. Certains furent condamnés, d'autres poursuivis, et la procédure permit de récupérer partiellement des fonds pour les victimes. Ce gain n'effaça pas la souffrance, mais il permit de marquer juridiquement que l'exploitation n'était pas sans conséquences. Les leçons administratives furent prises, le quartier demanda des contrôles accrus, les élus promirent d'écrire des règles plus strictes. Là encore, nul triomphalisme, seulement une vigilance renforcée. La vie continua, parfois trébuchante, parfois douce. Rogerio eut des hauts et des bas, des jours où il doutait encore, des jours où il acceptait la paix. Il apprit à demander de l'aide sans honte, à s'arrêter quand l'épuisement revenait, à confier des peurs pour qu'elles deviennent moins lourdes. Enrique grandit, avec une pudeur d'enfant qui avait connu l'urgence. Il garda dans une boîte les biscuits qu'il avait pris le jour du départ vers le commissariat. Ils devinrent un trésor à moitié risible, à moitié sacré, un rappel de ce que l'amour peut pousser à faire. Les policiers, de leur côté, continuèrent d'exercer la fonction qui avait, ce jour-là, pris un visage différent. Paolo et Marcia se remémoraient parfois cette journée, non comme une affaire ternie, mais comme un cas qui leur avait enseigné la différence entre juger et soigner. Ils prirent à cœur l'idée que la police était souvent la porte d'entrée d'autres métiers, travailleurs sociaux, associations, entrepreneurs prêts à donner une chance. Ils gardèrent en mémoire professionnelle la leçon d'humanité que ce dossier leur avait apportée. L'histoire s'achevait, si bien que l'on peut parler d'une clôture sans prétendre à la perfection. Le monde de Rogerio et d'Enrique resta fragile, mais il n'était plus seul. Il avait un travail, des voisins, une petite épargne, un procès en cours contre ceux qui profitaient de la précarité,
Il avait surtout reconstruit au jour le jour une relation avec son fils, faite de gestes quotidiens et de conversations honnêtes. On se souvint longtemps de cette journée où un garçon de 7 ans avait franchi les portes d'un commissariat en criant « S'il vous plaît, arrêtez mon père !» On se souvint non pour célébrer une erreur d'enfant, mais pour regarder la manière dont une communauté avait répondu. Pas par des jugements expéditifs, mais par des enquêtes rigoureuses, des mains tendues, des emplois offerts et des repas partagés. C'était la preuve que la justice pouvait avoir plusieurs visages, celui de la répression, quand il faut la circonscrire, et celui, tout aussi nécessaire, de la réparation. Le dernier souvenir qu'on gardera de cette période fut une image simple et douce, une maison où la lumière s'allume chaque soir, un père qui revient du chantier, s'essuie les mains, serre son fils contre lui et pose 2 assiettes sur la table. Il ne mangeait pas toujours en abondance, mais il y avait, désormais, la certitude d'un dîner partagé. La preuve concrète que la vie, même après la perte et la faute, peut recoudre ce qui a été déchiré, si l'on accepte, ensemble, de s'y mettre. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre qu'il existe des réponses humaines là où l'on croit ne voir que des verdicts. Abonnez-vous pour écouter d'autres récits qui cherchent à comprendre la complexité des vies humaines, entre erreur, amour et rédemption.